Pour ceux qui ne seraient pas là. Merci à tous d'être présents. Donc, effectivement, vous étiez une trentaine d'inscrits, donc je pense que les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc, on vous propose aujourd'hui ce webinaire dans le cadre du réseau Oracle qui fait le point sur un peu le bilan, on va dire, du programme accélération qui était animé par Copawatt, dont Thomas va vous présenter les bilans en détail, mais où ils ont accompagné 8 collectifs citoyens de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur différents thèmes qui visaient tous un changement de braquet, on va dire, du développement des activités de ces collectifs citoyens, de production d'énergie renouvelable, évidemment. Et donc, ils ont travaillé à accompagner ces 8 collectifs sur différents axes, et c'est ce que Thomas va vous présenter. Et puis, il présentera aussi peut-être les perspectives de poursuite de ce travail sous d'autres formes, puisque la région n'a pas renouvelé son soutien. Et ben, Thomas, je pense que le programme va être dense, donc peut-être, j'en dis pas plus et je te laisse la main. Merci Noémie, bonjour à tous. Donc effectivement, Copawatt, nous avons porté ce programme ces dernières années, et l'idée c'est aujourd'hui de vous présenter un petit peu à travers ce programme ce qu'on a appris sur la seconde phase de vie des coopératives énergétiques citoyennes, c'est-à-dire un petit peu ces coopératives qui ont déjà monté leur premier projet et qui se posent la question de que faire après cette première grappe. Et puis, et donc l'idée, c'est de partager ces enseignements et puis aussi, effectivement, de se poser la question de comment va se poursuivre cet accompagnement qu'on a initié en 2020. Et donc, comme le disait Noémie, on n'a plus la chance d'avoir le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes comme on a réussi à l'obtenir une première fois. Et du coup, aujourd'hui, c'est d'autres formes d'accompagnement et qui vont se nourrir de ces enseignements qu'on souhaite proposer. Donc, l'idée, c'est aussi de vous présenter ça et de recueillir un petit peu vos avis et réactions par rapport à ces nouvelles propositions de la part de Copawatt. Alors, je vais vous partager une petite présentation. Enfin, petite, non, elle est même longue, donc c'est pour ça effectivement qu'il faut que je sois concis. Voilà. Tac. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ok, donc c'est bon pour moi. Voilà. Donc déjà, la plupart d'entre vous connaissent Copawatt, mais quand même rappeler quelques éléments sur qui on est et ce qu'on fait. Donc, notre action, c'est un projet commun dans l'organisation. C'est une transition énergétique portée par, avec et pour les territoires. Donc, les territoires au sens à la fois les collectivités et leurs habitants. Et donc ça, on le fait à travers deux axes d'action différents. D'une part, et c'est plutôt cet axe-là que vous connaissez de Copawatt, impulser et accompagner le développement de communautés énergétiques citoyennes. Donc, on a commencé à le faire dès notre création en 2016 en aidant l'émergence de centrales villageoises ou de coopératives énergétiques citoyennes de type grappe photovoltaïque. Et puis, petit à petit, on a commencé à le faire en région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et on s'est intéressé assez vite à ce qui se passait après. Et donc, après cette phase d'émergence, à comment ces communautés énergétiques citoyennes vont grandir, se développer, se pérenniser, avec l'idée qu'on a, nous, une vision long terme qui est qu'en fait, ces communautés énergétiques citoyennes, pourquoi, à notre sens, elles sont indispensables? C'est qu'elles vont rassembler les collectivités et les habitants, permettre une montée en compétence du territoire, donc avoir une sorte d'expertise citoyenne et d'expertise publique de l'énergie qui se constitue sur les territoires, et que cette expertise qui se constitue, elle est indispensable à l'appropriation des projets par les territoires. Et donc, petit à petit, à horizon 10-20 ans, pour nous, c'est un nouveau réseau d'opérateurs énergétiques de proximité qui se constitue comme ça sur chaque
intercommunalité, parfois à d'autres échelles. Mais donc, il est intéressant d'accompagner. Et puis, le deuxième axe d'action, eh bien, cette fois, c'est plus sur du court terme et c'est dès maintenant. C'est impulser et accompagner des partenariats publics, privés, citoyens sur des projets d'énergie renouvelable d'envergure. Donc ça, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, il y a déjà beaucoup de grands projets qui sont en train de se faire aujourd'hui. C'est quand même dommage qu'ils se fassent sur un modèle tout privé, c'est-à-dire que c'est le privé qui apporte les compétences, l'investissement, qui pilote le projet, alors qu'on a justement cette volonté d'appropriation, de se saisir des choses sur les territoires, mais parfois, tout n'est pas prêt pour ça, c'est-à-dire que la collectivité n'est pas forcément prête, les opérateurs citoyens ne sont pas forcément compétents ou constitués, ou en tout cas à même de saisir les opportunités. Et du coup, ces projets se font tout seuls en privé. Et donc, nous, l'idée, c'est de sensibiliser les collectivités au fait qu'il y a d'autres manières de développer des projets d'énergie renouvelable, qu'elles peuvent aussi poser la question de partenariats public-privé, donc avec des projets qui vont intégrer à la fois la collectivité ou les collectivités et puis les opérateurs privés, et puis d'élargir même à la participation citoyenne en intégrant des coopératives citoyennes structurées existantes sur le territoire, ou justement en se servant du projet d'envergure pour impulser une dynamique aboutissant à la création d'une coopérative citoyenne sur le territoire. Et donc ça, nous, on va accompagner ces partenariats à partir du moment où il y a cette logique partenariale et ce partage de la gouvernance des projets d'énergie renouvelable. Et donc, c'est des partenariats qui vont regrouper des collectivités, des coopératives citoyennes, des opérateurs privés, des sociétés d'économie mixte énergie. Et l'avantage de ces montages-là, c'est qu'on va être à une échelle parfois plus importante en termes de production d'énergie par rapport aux projets qui sont aujourd'hui adressés par les communautés énergétiques citoyennes, donc avec un impact économique important au niveau local, et puis un vrai impact social aussi, dans le sens où ces projets qui sont parfois décriés quand ils sont portés uniquement par des opérateurs privés extérieurs au territoire, on a espoir et on pense qu'ils peuvent être plus appropriés. Alors, ça ne veut pas dire que ça va supprimer tous les problèmes d'acceptabilité, ils vont être plus appropriés et donc pouvoir fédérer les acteurs du territoire autour de projets qui ont du sens au territoire. Donc ça, c'est notre deuxième axe d'action. Et donc, par rapport à cette façon d'agir, on a une équipe aujourd'hui qui est une seule équipe, mais qu'on a volontairement structuré autour de deux entités juridiques, donc Copaot Association, que vous connaissez pour la plupart et qui accompagne toute la partie sur les communautés énergétiques. Donc aujourd'hui, 25 coopératives citoyennes accompagnées en région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et donc ça, on agit auprès de ces coopératives à travers deux programmes aujourd'hui. Le programme Accélération dont on va parler aujourd'hui, et puis le programme Anome Énergie sur la métropole de Lyon, qui vise à la fois aider l'initiative historique Un de Toit Soleil à se développer et en même temps à faire émerger un écosystème de communautés énergétiques locales à l'échelle des quartiers des bassins de vie pour justement redynamiser et accélérer le développement de la coopérative historique et avoir une action plus territoriale. Donc ça, c'est un programme dans lequel on est en pleine mise en œuvre. Et puis, on avait historiquement, pour ceux d'entre vous qui nous connaissent depuis un certain temps, le programme Étincelle, qu'on portait, qui est l'équivalent du réseau Oracle, mais en Bourgogne-Franche-Comté, qu'on portait et qu'on a décidé d'arrêter en septembre dernier. Donc, on a stoppé l'animation de ce programme, mais on reste actif en Bourgogne-Franche-Comté sans pour autant porter l'animation du réseau. Enfin, deuxième outil qu'on a, c'est Copaot Scope, qui est donc une sorte de bureau d'études coopératif, qui lui va intervenir surtout auprès des collectivités sur du conseil, sur leur stratégie de développement des énergies renouvelables et toutes les logiques d'appel à projet. Donc là, l'idée, c'est plutôt de sensibiliser les collectivités au fait qu'il y a d'autres manières de faire que de juste donner les clés des ressources énergétiques du territoire à des opérateurs privés et de les accompagner dans ces logiques partenariales et de participation citoyenne. Et puis, on accompagne aussi ces projets, une fois qu'ils se font, ces projets partenariaux publics, privés, citoyens, avec des gouvernances partagées, où là, on apporte les briques de compétences qui manquent aux partenaires qui sont autour de la table, qui peuvent être soit d'ordre technique, donc tout ce qui est développement technique et autoconsommation, soit d'ordre plutôt autour de la concertation et de la participation citoyenne. Donc voilà en gros nos différents métiers. Et puis donc tout ça, donc, on le fait en étant basé sur la métropole de Lyon à Francheville, sur un tiers-lieu qui est d'ailleurs très sympa
Et on n'a pas encore fait, mais on espère pouvoir prochainement vous inviter sur ce lieu qui mérite le détour. Les réseaux, donc on est membre du CA d'énergie partagée association, du réseau Oracle, on participe aussi activement au réseau du Clair, et puis donc on est soutenu par différents organismes. Donc historiquement, Anciela et Renapia, donc Anciela qui est une association spécialisée sur tout ce qui est citoyenneté active sur la métropole de Lyon, et puis Renapia qui est un incubateur d'entrepreneurs sociaux, et puis donc voilà, les soutiens de la métropole et de la ville de Lyon notamment, je ne sais pas tous affichés, sur le programme d'énergie, et puis la région Rhône-Alpes, et la Fondation Terre Solidaire, d'ailleurs, que j'ai oublié sur cette slide, sur le programme Accélération. Donc voilà pour petite présentation de Copawatt. Donc, la plupart d'entre vous, vous nous connaissiez. Je ne sais pas si, avant de passer à la suite, il y a des questions sur qui on est et ce qu'on fait. En tout cas, n'hésitez pas soit à les poser à l'oral ou dans le chat. Et puis sinon, je vais passer à la suite au bilan du programme. Oui, Olivier Doucet, Crazy 21, j'aurais juste une question. Oui. Comment se fait les interactions avec des acteurs comme la CEREMA ou des acteurs comme ça qui sont aussi en soutien aux collectivités locales, bon, sur des domaines plus larges, hein, Ouais. mais comment ça se passe avec ce genre d'organisme? C'est entre Copawatt et le CEREMA? Oui. J'avoue que, pour être franc, on n'a pas vraiment de relation. Je me rappelle m'être noté que ce serait bien qu'on approfondisse les partenariats possibles, des choses comme ça. Le CEREMA, on a des gens du CEREMA qui nous avaient contactés pour s'impliquer dans Copawatt à l'époque. Mais hormis ce lien, à peu près aucun. D'accord. Mais après, nous, peut-être que vous les avez croisés sur votre territoire plus que nous, parce que nous, pour l'instant, sur toutes nos missions, que ce soit auprès des collectivités ou des COP, on ne les a jamais croisés. Donc, je ne sais pas. Je disais ça parce qu'en fait, ils ont beaucoup de missions là, actuellement des ministères de l'énergie, de l'environnement et tout ça, pour faire pas mal d'actions vis-à-vis des territoires. Et je pense que ça vaudrait le coup parce ils sont historiquement plutôt axés sur les infrastructures, hein, routières, des choses comme ça, mais ils viennent maintenant sur les énergies renouvelables. Et peut-être ça vaut le coup de reprendre le lien avec ce genre d'organisme parce que ils sont en train de monter en puissance vis-à-vis des ministères là-dessus. D'accord, ok. Et comme ils n'ont pas forcément, de mon point de vue, encore beaucoup de compétences là-dessus, un bon accompagnement avec les bonnes orientations, parfois ça aide beaucoup à développer des choses, quoi. Merci du conseil. C'est vrai que en tout cas, je les ai bien en tête comme acteurs de l'ingénierie territoriale et effectivement, peut-être qu'on aurait matière à davantage discuter avec eux. Oui, tout à fait. Ok, d'autres questions sinon sur notre activité ou comment on intervient? Je n'ai pas précisé, mais du coup, notre territoire d'intervention, c'est les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, c'est le territoire grande échelle. Et après, bien sûr, là-dedans, on privilégie en fonction de la localisation. Donc, toutes les missions qui demandent beaucoup de déplacements, par exemple l'aide à l'émergence de coopératives, on aura tendance à plutôt prioriser les sollicitations qui sont dans un rayon de 2 heures autour de la région lyonnaise. Mais on intervient aussi plus loin quand c'est des missions qui demandent moins de déplacements. Voilà. Bon, je passe à la suite. Donc, bilan du programme. Donc, ce programme Accélération, donc c'est une proposition de notre part à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça fait moi assez longtemps que je m'intéresse à cette question de que deviennent les coopératives une fois qu'elles sont structurées, ces coopératives énergétiques citoyennes. On en parle beaucoup au sein du réseau énergie partagée, au sein du conseil d'administration en particulier. J'en avais beaucoup parlé autour de moi et puis je voyais que il n'y avait pas encore tant que cette chose qui était initiée ou creusée sur ce sujet. Donc, on a proposé à la région Auvergne-Rhône-Alpes de le faire, de se lancer en tout cas sur la région, à travers un programme expérimental où l'idée, c'était de voir comment on pouvait consolider le développement des communautés énergétiques citoyennes et d'expérimenter des choses qu'on imaginait être des facteurs de changement d'échelle. Par exemple, voilà comment ces toutes petites initiatives qui rassemblent quelques centaines de sympathisants, d'actionnaires et qui sont souvent gérés par une dizaine ou plusieurs dizaines de bénévoles,
sur des projets plutôt de petite ou moyenne ampleur, on va dire quelques centaines de kilowatts pour la plupart, comment on peut imaginer qu'elle se développe et aille sur des plus grands projets ou sur des communautés d'actionnaires bien plus importantes ou enfin des impacts territoriaux plus importants, quoi. Et donc, la région Grand-Rhône-Alpes a accepté de soutenir ce programme. Donc, on était agréablement surpris et ça nous a permis d'initier le programme. La Fondation Terre Solidaire, qu'on a sollicité ensuite, a aussi suivi. Et donc, ça nous a fait un socle financier pendant 3 ans qui nous a permis de mener ce programme. Parmi les leviers de changement d'échelle qu'on imaginait, on avait en tête tout ce qui concernait la stratégie et la vision, c'est-à-dire se dire, le premier projet, finalement, parfois, on ne se pose pas trop de questions. Alors, soit on a des idées très claires, soit on suit un peu le chemin tracé par les premières centrales villageoises ou coopératives énergétiques citoyennes et on part sur un premier projet grappe PV et du coup, on se repose souvent la question à la fin de cette première étape de ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est la question du coup, pour nous, ça peut être un levier de changement d'échelle de réfléchir davantage et de partager la vision future. La question de l'organisation interne. Ensuite, l'axe transition vers de grands projets d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est arrivé. La question s'est de plus en plus posée avec les changements réglementaires qui font que, de toute façon, les coopératives, un peu automatiquement, qui s'intéressaient à des projets neufs, 36 kg, vont commencer à s'intéresser à des projets de 100, 250, voire 500 kg. Et donc, comment on accompagne cette transition-là? La question des ressources humaines, donc, ce que j'appelle professionnalisation et création d'emplois. Donc, professionnalisation, je sais que c'est un mot qui ne plaît pas à tout le monde. Alors, ce n'est pas dans le sens devenir professionnel parce que les bénévoles ont des compétences de niveau professionnel, mais c'est plus faire appel à des ressources humaines qui sont rémunérées et non pas bénévoles. Donc, c'est déjà le cas dans les coopératives, puisqu'il y a des bureaux d'études, différents prestataires qui interviennent autour des coopératives énergétiques citoyennes. Mais là, la question, c'est comment on s'appuie encore plus sur ces ressources humaines rémunérées, parce que voilà, on veut changer d'envergure, voir comment on crée des emplois au sein de la coopérative ou à côté de la coopérative pour porter certaines des activités. Et enfin, dernier thème, la question de la mobilisation et l'ancrage territorial, avec comment on élargit la communauté des actionnaires, comment on s'ancre de manière plus forte sur un territoire, à travers par exemple des groupes locaux. Voilà. Donc, c'est ces 4 thématiques qu'on avait envie de creuser à travers le programme. Donc, en bilan, quelques chiffres clés sur le programme. Donc, c'est quand même 4700 heures de travail de notre part. Donc, on y a passé du temps. Donc, c'est à la fois du temps de l'équipe Copawatt, mais aussi du temps, on va dire, un petit peu hybride entre l'externe et l'interne, puisqu'on a porté pendant un an et demi, un emploi partagé qui était donc un emploi salarié au sein de Copawatt, mais mis à disposition de 2 coopératives ardéchoises, Vespère Énergie et Rance Énergie. Donc, il y a eu aussi beaucoup de temps de travail fait par cet emploi partagé. Donc, je pilotais avec Paul-Jean l'équipe Copawatt, mais on a fait intervenir de manière ponctuelle l'ensemble des membres de l'équipe sur les différentes aires d'expertise dont on avait besoin. C'est un programme qui a financé essentiellement porté donc, par des financements de subventions, donc Terre Solidaire et puis Région Rhône-Alpes, mais qui n'aurait pas fonctionné aussi sans le cofinancement des coopératives qui ont été bénéficiaires du programme et donc qui ont contribué à hauteur de 22% globalement du budget, avec donc des contributions de 1 000 à 8 000 euros pour les accompagnements individualisés dont chaque coopérative a bénéficié, et puis des cofinancements de l'emploi partagé, sachant que la logique de cet emploi partagé, c'est que ce soit un emploi partagé aidé. Donc, en fait, l'emploi a été porté par Copawatt, mis à disposition de 2 coopératives ardéchoises et subventionné, c'est-à-dire qu'une partie des subventions qu'on avait obtenues, Copawatt, on les a fléchées sur cet emploi pour que le reste à charge des coopératives soit minime. Donc, il y avait, j'ai d'ailleurs un doute, mais il me semble que l'emploi était subventionné à hauteur de 2 tiers sur la première partie sur les premiers 12 mois et puis ensuite plus du tout sur les 6 mois suivants. Et donc, les accompagnements, alors on avait volontairement choisi des accompagnements plutôt longs. Ils ont fait entre 80 et 340 heures selon les coopératives avec lesquelles on a travaillé, sachant que les axes d'intervention ont été définis avec chacune des coopératives.
et une moyenne de 200 heures d'accompagnement par coopérative. Et donc ça, on verra que l'un des enseignements, c'est justement de changer un petit peu de format d'accompagnement. Et on a fait quelques accompagnements collectifs, mais pas beaucoup, avec plusieurs coopératives à la fois sur les questions de mobilisation, de mutualisation et d'engagement bénévole. Alors là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que sinon je serai trop long, mais c'est aussi pour que vous ayez ces données, notamment vous aurez accès à la présentation suite au webinaire. Et c'est pour ceux que ça intéresse, qui sont intéressés par telle ou telle thématique ou qui veulent en savoir davantage, qui n'hésitent pas à me contacter et ensuite je pourrais donner davantage de détails. Donc, voilà, ça illustre donc les 11 coopératives. Oui, donc c'est vrai que Noémie disait 8, mais en fait c'est 8 accompagnements, mais il y avait certains accompagnements qui portaient auprès de plusieurs coopératives, donc ça fait 11 coopératives au total. Et donc, voilà, vous voyez différents axes d'accompagnement. Donc la logique, ça a été au début, à chaque fois qu'on a validé le fait d'accompagner une coopérative, on s'est posé avec le conseil de gestion et on a défini quels étaient les axes prioritaires que la coopérative souhaitait travailler avec nous, parmi les différents axes de changement d'échelle qu'on avait identifiés. Donc, on voit que certaines coopératives se sont focalisées sur un seul axe, d'autres ont choisi plusieurs axes. Je ne vais pas tout citer, peut-être juste par rapport à des termes qui peuvent interroger. Vous voyez qu'il y a plusieurs coopératives sur lesquelles l'axe de travail était un projet de contractant général photovoltaïque. Donc ça, il s'agissait d'étudier la faisabilité d'une idée de création d'une coopérative de coopératives dont l'objet était finalement de rassembler ce qui aujourd'hui est fait par des bureaux d'études et ce qui est fait par les installateurs, c'est-à-dire d'avoir un contractant général qui va à la fois faire réaliser les études et puis réaliser l'installation. Et certaines coopératives s'étaient dit, voilà, on pourrait mutualiser ça et avoir des emplois apportés au sein de ce contractant général photovoltaïque. L'idée n'est pas allée jusqu'au bout, mais voilà, pour différentes raisons. Là non plus, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est voilà, un projet qui ressortira peut-être un jour des cartons et qui avait du coup été étudié assez finement pendant le programme Accélération. Donc, c'était des coopératives de la région lyonnaise qui étaient à l'origine de cette initiative. Alors, sur les résultats et les impacts du programme, ou en tout cas ceux auxquels on a contribué, donc avec Énergie citoyenne à Grenoble, on était sur l'axe professionnalisation et l'accompagnement a permis à Énergie citoyenne d'aboutir au bout d'un processus de débat, de mise en débat et d'élaboration collective sur la décision de professionnaliser l'animation, la coordination du collectif d'une part, et puis la gestion administrative d'autre part. Et donc, au vu des sources d'inspiration avec lesquelles ils ont pu échanger et qu'ils ont pu rencontrer dans le cadre de l'accompagnement, le fait de dire on va professionnaliser ça, donc on va chercher des gens qui vont être rémunérés pour faire ce travail. Et pour financer ça, on va utiliser une partie des ressources d'énergie citoyenne et on va aussi aller chercher des cofinancements d'amorçage. Et donc ça, c'est une démarche qui est en cours aujourd'hui auprès de la métropole de Grenoble. Du côté des centrales villageoises et collines iséroises, là, on a travaillé sur une vision partagée, qui a permis de définir un petit peu quels étaient les axes prioritaires d'intervention des 2 prochaines années. Le renouvellement et l'élargissement de la présidence, le renouvellement des postes clés aussi d'animateurs des différents groupes dans le collectif, la clarification de l'organisation interne avec les différentes instances de travail, la notion de copil, de conseil de gestion. Avec 10 watts dans la Drôme, on a eu des discussions au début en lien avec les initiatives autour de Grenoble sur la création d'un poste mutualisé sur les dimensions de communication vie coopérative. Et puis cette réflexion, finalement, n'a pas abouti. Enfin, elle a abouti différemment en disant finalement, 10 watts avait un rythme différent des coopératives de la région grenobloise et puis aussi un historique différent avec déjà une équipe de salariés en place au sein de la coopérative. Et du coup, là, l'accompagnement a plutôt abouti à la décision de créer un poste salarié mobilisation vie coopérative qui aujourd'hui a été embauché au sein de 10 watts. Près de la Solaire du Lac à Annecy, on a travaillé sur la question de l'ancrage territorial avec la création de groupes locaux, l'élaboration d'une vision partagée, l'élaboration d'une offre autoconsommation à destination des propriétaires de sites du territoire. Orange Énergie en Ardèche, on a travaillé sur les notions de là aussi, renouvellement et d'élargissement de la présidence,
de la question de l'organisation interne, la professionnalisation du dev technique. Donc ça s'est fait notamment à travers cette expérimentation d'emploi partagé où pendant 1 an et demi, il y avait un salarié donc porté par Copawatt, on va dire, pour éviter les ennuis et les responsabilités du portage administratif et financier aux 2 coopératives. Et donc une coopérative qui a choisi de dire voilà, toute cette activité qui était auparavant gérée soit par des bureaux d'études, soit par du temps bénévole, aujourd'hui, on paye quelqu'un pour le faire. Et à travers ce poste, la possibilité, le choix d'Orange Énergie de se positionner en autonomie après une première expérience sur un autre appel à projet sur un AMI multisite d'envergure en disant voilà, on va répondre à cet AMI et le développement de ces projets, on le fera en s'appuyant sur l'emploi partagé. Vesper Énergie, donc, qui était justement l'autre coopérative qui bénéficiait de l'emploi partagé, donc pareil, la professionnalisation du dev technique. Auprès d'Inde de Toit Soleil sur la métropole de Lyon, on a beaucoup travaillé sur, à travers le projet de contractant général photovoltaïque sur le renforcement du lien avec les COP voisines. Et donc finalement, ce projet de COP n'est pas allé jusqu'à son terme, mais il a quand même permis, alors dans un second temps, on a imaginé un AMO mutualisé. Et finalement, c'est plutôt, on va dire, des partenaires qui ont été sélectionnés, identifiés, des partenaires bureaux d'études qui ont été sélectionnés, identifiés. Puis ensuite, chaque COP a fait son affaire de choisir le partenaire avec lequel elle voulait fonctionner. Donc, une consultation commune, puis une contractualisation par chaque coopérative. Et cette dynamique, ce projet a quand même permis de renforcer les liens entre la coopérative lyonnaise et puis les coopératives de la périphérie lyonnaise. Et puis, un travail là aussi sur le renouvellement et l'élargissement de la présidence. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup fait dans le cadre du programme Accélération. Toutes ces questions de renouvellement de postes clés ou de présidence, coprésidence dans les organisations. Et puis, la question aussi des groupes locaux. Donc là, on est en train de travailler encore plus fortement suite à Accélération à travers le programme À nous l'énergie aux côtés d'Inde de Toit Soleil. Et où là, on voit, alors, difficile d'en tirer encore des enseignements, mais on voit que sur la métropole, on est en train de multiplier vraiment le nombre de bénévoles impliqués sur le sujet de transition énergétique citoyenne à travers cette dynamique de création de groupes locaux. Un petit peu comme d'autres ont montré que c'était possible, donc Brésil 21 et puis d'autres initiatives comme ça sur d'autres territoires. Donc Pays Morlantais, Région de Condrieu et Monts-Énergie dans les Monts Lyonnais, c'était 3 autres coopératives qui bossaient aussi sur le projet de COP contractant général photovoltaïque. Et puis enfin, pour terminer le panorama des résultats et des impacts, les centrales villageoises des Vallons du Lyonnais, où là, on a beaucoup travaillé, ça fait partie des accompagnements les plus longs qu'on ait menés, sur les dimensions organisation interne, pour clarifier l'organisation qui était devenue un petit peu brouillonne et la rendre lisible aussi depuis l'extérieur, pour donner envie à de nouveaux bénévoles de rejoindre l'aventure et y voir plus clair. Le renforcement de la communication vers les actionnaires et le territoire. Donc là, on avait une communication qui était très épisodique, ponctuelle et qu'on a régularisée avec des newsletters qui est devenu mensuel. Et puis, donc, ce travail a porté ses fruits avec aussi la mise en place d'une campagne de mobilisation, donc une douzaine d'événements sur l'année, l'accueil d'une douzaine de nouveaux bénévoles. Donc, on voit que ce n'est pas la folie qu'il y avait eu des centaines de nouveaux bénévoles, mais ça a quand même permis de renouveler, d'aider le renouvellement des bénévoles impliqués dans l'initiative. La levée de fonds aussi, avec plus de 60 000 €, je crois, qui ont été levés à travers différents événements. Le renouvellement et l'élargissement de la présidence, et puis le passage à de plus grands projets, donc des toits plus grands, une ombrière de parking, et à travers ces projets aussi le lancement de réflexions sur l'autoconsommation collective, qui sont des réflexions toujours en cours. Et puis enfin, un travail spécifique qu'on a mené simplement avec des Vallons du Lyonnais sur non seulement la vision stratégique partagée, mais aussi la vision économique partagée, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, le sujet économique était maîtrisé par quelques membres d'un collectif, parfois 1, parfois 2, parfois 3, et rarement plus. Et du coup, l'idée, c'était aussi que l'ensemble des membres du collectif s'approprient les données économiques de la coopérative, les comprennent, et que quelque part, les décisions stratégiques puissent être aussi prises en ayant en tête ce contexte et cette situation économique.
Alors là, je suis très rapide et alors sur chacun de ces résultats d'impact, là, j'ai essayé de mettre en avant les endroits où on a eu l'impression d'avoir un impact significatif sur les coopératives. Il y a des endroits, bien sûr, il ne faut pas occulter que là, on était dans une logique de tirer des enseignements. Donc, c'est les endroits où les choses ont bougé. Il y a aussi pas mal de temps qu'on a passé et où on n'a pas réussi à faire bouger des choses. Donc, ça fait partie des enseignements aussi du programme, c'est de se dire, finalement, il y a des endroits où, quand on passe du temps, ça fait bouger l'organisation. D'autres endroits qui n'étaient pas si efficaces que ça. Et dans la nouvelle version d'accompagnement qu'on veut proposer, on veut justement cibler les endroits où on a eu l'impression d'avoir une vraie valeur ajoutée. L'expérimentation de l'emploi partagé, pour ceux que ça intéresse, on pourra aussi en parler de manière plus détaillée à travers les temps d'échange à l'issue de la présentation et puis dans d'autres cadres si vous le souhaitez. De notre côté, on a trouvé que c'était intéressant, qu'on avait une valeur ajoutée sur la mise en place de cet emploi partagé, l'accompagnement des coopératives à se saisir de cette question de l'emploi et du fonctionnement hybride salarié-bénévole. En revanche, là, l'expérience ne s'est pas poursuivie, mais je dirais que c'est plus une question, c'est plus des questions humaines qui ont fait que ça ne s'est pas poursuivi. Voilà, donc ça fait aussi partie d'ailleurs des enseignements du programme, c'est qu'on s'est dit que sur les prochaines dynamiques de ce type, on ferait plus attention à ce facteur-là dans le calibrage de l'emploi partagé et le choix des modes de fonctionnement. Donc, c'est des choses, par exemple, qu'on a mieux appréhendées avec Énergie citoyenne à Grenoble. Mais voilà, donc dire que cette expérience, même si elle ne s'est pas poursuivie, à notre sens, elle reste intéressante, mais on a aussi vu que c'était compliqué de mettre la question de la mutualisation entre coopératives, elle est souvent idéalisée. On se dit souvent, tiens, on est plusieurs COP, on pourrait faire les choses ensemble. Et en fait, les rythmes ne sont pas les mêmes, les postures managériales ne sont pas forcément les mêmes, les coups de bourse peuvent arriver en même temps. Donc, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une question de pilotage qui n'était pas évidente et qu'il ne fallait pas sous-estimer. Il y a Jean-Paul qui te pose une question là sur le retour d'expérience d'Orance. Que veut dire élargissement de la présidence? Ça veut dire qu'on avait un président et qu'on est passé à une coprésidence. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est passé sur plusieurs COP qu'on a accompagnés où on est passé d'une présidence à une coprésidence. Voilà. Donc souvent avec un trio, quoi. La mise en place d'un trio. Je vais rapidement, ça c'est pareil, les partages d'expérience publication, c'est plus pour attirer votre attention sur certains points et que vous les ayez si vous ensuite vous replongez dans la présentation. Donc on a eu plusieurs temps de partage d'expérience dans le cadre du réseau Oracle. Une étude importante qu'on a faite avec d'autres acteurs du mouvement énergie renouvelable citoyenne portait sur justement la professionnalisation des coopératives énergétiques citoyennes. J'ai l'impression, au gré des accompagnements que je fais, que cette étude elle a peu été lue par les coopératives. Donc, même, elle date un petit peu, mais je pense que ce qu'on y raconte est toujours valable. Donc, elle est disponible sur l'espace adhérent d'énergie partagée. Et donc, vraiment, c'est un outil et un document intéressant à lire pour tous ceux qui se posent la question, justement, de la création d'emplois ou en tout cas de plus s'adosser sur des emplois rémunérés. Voilà, donc je vais passer rapidement sur le reste. On a aussi un bilan à mi-parcours qui est disponible sur notre site internet qui avait été diffusé en juin 2022. Voilà, vous pouvez consulter. Et puis, dernier temps aussi à noter, en janvier 2023, une formation co-organisée entre Oracle, la Société centrale villageoise et nous, sur le second souffle avec, je ne sais plus, Noémie, 5 bénéficiaires. 5 coopératives qui étaient venues. Alors, sur les enseignements généraux du programme, on a eu des bénéficiaires globalement très satisfaits de l'accompagnement proposé. Voilà. Après, il y a eu des endroits, je parlais de l'emploi partagé qui ne s'est pas poursuivi, de temps d'accompagnement qui aurait pu être plus percutant, plus impactant. Il y a eu aussi, comme je le mets juste en dessous, nous, on a bien senti que peut-être on avait été trop ambitieux, c'est-à-dire qu'au début, on avait identifié 2 ou 3 axes d'accompagnement. Nous, côté Copawatt, on s'était dit on va traiter ça en parallèle. Et en fait, ce n'était pas possible. C'est-à-dire que dès qu'un chantier d'envergure comme ça, de fond, était mené avec une coopérative,
il s'additionnait déjà avec toute la gestion du quotidien, des activités du quotidien qu'ont déjà les coopératives. Et globalement, on menait plusieurs chantiers de fond en parallèle. Ça n'a pas trop fonctionné. Et on a plutôt dû les mettre les uns après les autres. Donc, les accompagnements se sont allongés par rapport à ce qu'on imaginait au début. Et puis, on a eu des phases très, très intenses avec des choses qui avançaient bien. Et puis, des temps morts où on était plus en accompagnateur hotline, un peu distant. Et donc, c'est justement cette partie temps mort qu'on souhaite un peu réduire dans les accompagnements qu'on va proposer à partir de maintenant. Et puis, un autre enseignement important, c'est le fait de dire qu'il y a plein de formations, de temps qui existent déjà, qui sont proposées par Énergie Partagée, par l'Asso des centrales villageoises, par les réseaux régionaux. Et nous, on pense que c'est important d'avoir deux niveaux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de formation comme ça mutualisée, où on va avoir quelques représentants de chaque coopérative qui vont aller chercher de l'information, se nourrir, et ensuite la ramener dans leur coopérative. Donc ça, c'est un premier niveau qui est déjà très enrichissant, qui peut permettre de faire évoluer, de faire monter en compétence certains membres du collectif et d'ouvrir aussi de nouveaux horizons. Nous, ce n'est pas sur ce niveau-là qu'on se place. Nous, on est vraiment dans l'idée de s'adresser au collectif dans son ensemble pour le faire bouger, pour le mettre en mouvement, le faire évoluer dans ses positionnements, dans ses actions. Et donc, on s'adresse vraiment à tous les membres actifs du collectif. Et là, c'est vraiment important d'être dans cette dynamique-là pour qu'il y ait un impact rapide et significatif. Donc, on a essayé plusieurs fois d'avoir des actions où on parlait à 2-3 membres. Voilà, ces 2-3 membres pouvaient être convaincus, ils revenaient ensuite dans leur coopérative. Et en fait, s'il n'y a pas de temps d'accompagnement avec l'ensemble du collectif qui est mis en œuvre, on ne passe pas de la petite graine qui a été plantée chez un ou deux membres de la coopérative à une mise en mouvement de l'ensemble de la coopérative. Donc, c'est pour ça qu'on se place vraiment sur l'accompagnement de l'ensemble du collectif, même si, bien sûr, dans nos accompagnements, il y a des temps en collectif avec l'ensemble des membres actifs et puis des temps en groupe de travail plus restreints. L'autre chose aussi, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait des endroits où on n'aboutissait pas à ce qu'on imaginait, qu'on n'avait pas les résultats qu'on espérait. Et en fait, il y a les deux principaux boulets d'étranglement, c'était pour nous le temps des bénévoles. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de temps qui est mis à disposition par les bénévoles. Par contre, ce temps, c'est un temps qui est difficilement prévisible, qui est dispersé, qui est plus difficilement priorisable que du temps salarié où voilà, on a des priorités. Là, c'est aussi en fonction un petit peu parfois de l'envie des bénévoles. Il y a une coordination qui est parfois pas toujours présente de comment on affecte ce temps des différents bénévoles. Et du coup, il y a beaucoup de bonnes idées, de caps qui sont définis par les coopératives qui sont ensuite pas mis en œuvre parce qu'il y a justement cette ressource temps qui est une ressource finalement pas facile à gérer dans les coopératives et même quand on a davantage de bénévoles, finalement, on augmente ces heures de bénévoles, mais ça reste toujours compliqué de les coordonner, de faire des choix de priorisation sur à quoi on affecte le temps et de planifier ça dans la durée. Et donc, on se retrouve très souvent avec des accompagnements, on se dit, tiens, dans les 2 prochains mois, on va avancer à fond là-dessus. Puis, il suffit que les bénévoles concernés par le sujet partent en congé ou sont très pris par leur boulot pour que les sujets n'avancent plus. Et puis, il y a la posture aussi. Alors, j'ai mis les postures entrepreneuriales, mais c'est dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses, de sujets où on sentait que si la mise en mouvement ne se faisait pas, c'était qu'il y avait un peu un équilibre à trouver entre une posture plutôt du militant associatif qui a un budget, qui gère, il veut mener des actions qui ont du sens, qui parfois s'oppose avec une posture plus entrepreneuriale où on est en train de développer une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, même si c'est une entreprise citoyenne, elle fait du chiffre d'affaires, elle a des résultats chaque année. Comment on imagine sa logique de développement? Est-ce que des capitaux citoyens sont investis par exemple, pour créer de l'emploi? Donc, toutes ces questions de posture entrepreneuriale, souvent sont assez hétérogènes dans les collectifs et parfois, finalement, c'est le principal facteur qui bloque le passage à l'action sur tel ou tel levier de changement d'échelle. Et enfin, mais j'en ai déjà parlé, la mutualisation entre COP.
effectivement, ça nous semblait être un super levier de changement d'échelle, mais même entre des COP voisines, ça reste difficile pour des questions de rythme que j'évoquais, et puis parce que pour mutualiser, il faut animer, coordonner, et ça, souvent, c'est des moyens qui sont déjà insuffisants dans les COP pour mobiliser, pour coordonner les bénévoles, et donc encore plus quand il s'agit de coordonner différentes coopératives. Alors, je vais poursuivre de manière un petit peu, là, sur les 4 leviers de changement d'échelle, je crois, 4 ou 5. Et puis ensuite, on pourra prendre un temps d'échange pour partager vos réactions là-dessus. Donc, premier levier de changement d'échelle, la stratégie et la vision partagée. Donc, les enseignements du programme, c'est que c'est une réflexion collective qui est rarement menée. C'est-à-dire que le temps est rarement pris de se poser avec tout le collectif et de se dire, bon, maintenant, à horizon 1 an, 2 ans, on fait quoi? Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qu'on choisit de faire au vu du chemin parcouru ces dernières années? Avec qui on noue des partenariats? Est-ce qu'on est là, on noue des partenariats au niveau territorial avec d'autres organisations, d'autres thématiques? Enfin, voilà. Donc, cette prise de recul, elle est rarement faite. Et pourtant, c'est un besoin important pour réénergiser les bénévoles. Souvent, il y a dans ces phases de vie après le premier projet, il y a des bénévoles qui sont là depuis le début et qui s'essoufflent un peu. Et justement, le fait de redéfinir un nouveau projet, de l'actualiser, ça réénergise les bénévoles qui sont déjà là. Et puis, ça redonne envie aussi à de nouveaux bénévoles de rejoindre le collectif, parce que finalement, ce n'est pas rejoindre juste un truc qui roule, c'est rejoindre un nouveau projet qui a été réfléchi et qui, du coup, donne envie, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on a à travers nos accompagnements? Ce à quoi on arrive, c'est le fait que d'organiser une réflexion collective là-dessus une fois par an, c'est faisable et ça apporte beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément beaucoup de temps, ça fait du bien à tous les bénévoles et voilà, ça produit des résultats intéressants. C'est aussi, donc c'est des temps, nous, qu'on a séquencés à la fois autour de notre temps d'inspiration, c'est-à-dire regarder un peu les stratégies que choisissent d'autres COP dans le réseau pour se nourrir, voire même des acteurs citoyens dans d'autres thématiques. C'est aussi partager chacun au niveau individuel la vision qu'on a de la coopérative, parce que souvent il y a des idées très intéressantes dans les cerveaux des uns et des autres, mais qui ne sont pas partagées sur comment un tel voit la coopérative dans 2-3 ans. Donc partager ces visions-là, partager aussi la vision qu'on a de l'évolution de son engagement individuel. Certains sont dans des logiques de retrait, d'autres dans des logiques où ils vont au contraire renforcer leur action, mais parfois ce n'est pas connu en fait. Et donc partager ça, c'est des choses importantes avant de se lancer dans l'élaboration collective d'une stratégie partagée. On a aussi remarqué, mais ça vous l'avez probablement tous remarqué quand vous faites des journées, qu'en fait il vaut mieux découper en termes de résultats en tout cas. Alors parfois c'est moins sympa, on est d'accord, c'est moins convivial, mais en termes de résultats, on arrive à un meilleur résultat en ayant 2 soirées de travail plutôt qu'une journée, où les journées, on est régulièrement très content de ce qu'on fait le matin, mais l'après-midi, on a quand même du mal, nous, quand on est animateur, à embarquer le collectif dans quelque chose de très impactant, quoi. Et puis, ces temps-là de stratégie, en fait, ce n'est pas que des temps stratosphériques, ils sont aussi très utiles au projet pour redonner l'énergie aux bénévoles, comme je le disais, mais aussi pour faciliter le renouvellement de la gouvernance, parce que pendant ces temps-là, il y a aussi des personnalités qui s'expriment, qui se révèlent, et quand, par exemple, on a fait ces temps-là suivi ensuite de processus d'élection sans candidat pour le renouvellement de la gouvernance, il y a des choses très intéressantes qui ont émergé et qui ont été nourries par ces temps autour de la stratégie et de la vision. Sur la gouvernance et l'organisation, là, on s'aperçoit qu'il y a un manque de culture commune sur la manière de décider et de s'organiser, parce qu'en fait, il y a des gens dans les collectifs qui ont des cultures professionnelles et qui viennent d'univers très différents. Il y a ceux qui sont habitués au fonctionnement associatif, des logiques parfois peut-être un peu horizontales, d'autres qui ont été habitués à des entreprises avec un mode hiérarchique, d'autres qui étaient plutôt en mode projet. Enfin voilà, il y a différentes cultures. Et souvent, le temps n'est pas pris de se dire la culture de notre coopérative sur l'organisation et la décision, qu'est-ce que ça va être, quoi. Sachant que, bien évidemment, c'est un temps qu'il faut renouveler, puisque au fur et à mesure des arrivées et puis la maturation de la coopérative, ça va évoluer.
Il y a aussi une difficulté à renouveler les rôles clés dans beaucoup d'organisations, les présidents, les coprésidents, les responsables de groupe, ils sont là depuis longtemps et on a du mal à les remplaçants. Voilà, c'est quelque chose de partagé, c'est à la fois certains ont du mal à lâcher et puis il n'y avait pas non plus beaucoup de gens qui se bousculent au portillon. Il y a des niveaux d'organisation internes qui sont très variables. Selon les COP, il y en a certaines qui sont très organisées. On voit que voilà, il y a des gens qui ont fait de la gestion de projet, tout est très organisé, classé, stocké. D'autres où c'est très hétérogène, où c'est beaucoup moins organisé, beaucoup plus brouillon. Et c'est parfois aussi très hétérogène dans la COP, c'est-à-dire qu'il y a certains groupes qui vont être très organisés et d'autres où c'est un peu, il n'y a aucune trace écrite, il y a des choses, ça se passe plus à l'oral, etc. Donc voilà, il y a des manques d'homogénéité là-dessus. Et souvent, ces questions de gouvernance et d'organisation, la majeure partie du temps, on ne s'en occupe pas. Et c'est quand il y a des problèmes d'organisation ou des gens qui disent qu'ils veulent démissionner de leur poste ou des gens qui sont en surcharge, voire en burn-out, qu'on se dit, ah bah tiens, il faut qu'on travaille ce sujet. Et donc, les enseignements du programme, c'est de redonner de l'importance à ce sujet. Donc, ça peut se faire en y allouant du temps, un petit temps, par exemple, à chaque conseil de gestion. Ça peut être de prévoir des temps spécifiques dans l'année qui vont permettre de se poser, de prendre du recul là-dessus. C'est aussi renforcer la formation des collectifs sur la gouvernance partagée. Donc, nous, par exemple, qui font beaucoup d'aide à l'émergence, d'accompagnement, on s'est dit qu'on ne faisait pas assez. Pourtant, c'est en plus des modes de fonctionnement qu'on a dans Copawat. Et donc, diffuser au gré des accompagnements des outils, des façons de faire sur la gouvernance partagée et aussi profiter de… Souvent, il y a des compétences présentes dans le collectif là-dessus, mais qui sont insuffisamment partagées. Il y a besoin de définir et d'attribuer des rôles d'animateurs, d'organisateurs. Parfois, ces rôles ne sont pas lisibles, pas clairement attribués ou oubliés. Et pourtant, que ce soit dans les GT, dans les conseils de gestion, dans les différentes instances de la coopérative, c'est vraiment important pour que la coopérative vive, que ces rôles soient bien clairement définis. Et enfin, rendre lisible l'organisation, parce que parfois, quand on est nouveau bénévole, avec la meilleure volonté du monde, quand on arrive dans une coopérative existante, il faut vraiment être courageux parce que c'est parfois compliqué de s'y retrouver entre les différents groupes, en plus des gens qui sont souvent dans 3-4 groupes. Voilà. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver. Et donc, rendre lisible, c'est à la fois bien pour mobiliser de nouveaux bénévoles et tout simplement pour améliorer les processus de fonctionnement de l'organisation. Sur la mobilisation et l'ancrage territorial, le constat qu'on a fait, c'est, alors peut-être que vous le ressentez vous aussi, chacun sur vos territoires, c'est des difficultés à mobiliser qui se sont accrues depuis la pandémie. Nous, on n'a pas retrouvé des niveaux de mobilisation là où on a intervenu, en tout cas, qui est équivalent à ceux d'avant. Voilà, alors à vérifier, ça dépend peut-être des territoires. C'est des difficultés à mobiliser qui sont aussi plus grandes quand on est faiblement ancré sur un territoire. Donc, quand on n'est pas dans une vraie relation de proximité avec le territoire, clairement, c'est plus compliqué. Donc, les coopératives qui interviennent à des échelles de territoire assez grandes ont souvent des difficultés plus importantes. Et puis, quand on n'a pas d'actionnaire ou de membre actif qui est présent sur un territoire dans une coopérative, le lien se perd souvent avec le territoire et c'est plus compliqué de mobiliser. On a parfois des liens qui sont distendus avec les actionnaires, c'est-à-dire qu'on va les solliciter quand on a besoin de sous, mais parfois on les oublie entre les levées de fonds et on ne leur donne pas trop de nouvelles, on ne fait pas forcément de temps d'élaboration collective avec ces actionnaires. On pense à eux à l'AG, mais ils viennent pas forcément en plus. Et voilà, souvent, c'est encore pas beaucoup de choses qui sont proposées aux actionnaires. Mais c'est bien sûr compliqué parce qu'on peut aussi leur proposer des choses et parfois ils ne viennent pas. Il y a un outillage communication qui est parfois rudimentaire, c'est-à-dire qu'il y a certaines des coopératives qu'on a accompagnées qui sont très outillées, équipées, avec des sites internet, des réseaux sociaux très dynamiques, et puis d'autres où c'est beaucoup plus rudimentaire. Et ça se retrouve aussi dans le discours, où certains ont un discours très communicant, et puis d'autres ont des discours qui sont très timides dans le sens on tend des perches, mais qui sont implicites pour qu'il y ait des nouveaux bénévoles qui rejoignent le collectif. On n'est pas très explicite ou très clair sur comment les bénévoles doivent rejoindre la coopérative, qu'est-ce qu'ils vont y faire. Il n'y a pas forcément un parcours d'accueil qui est mis en place. Et pareil pour les actionnaires,
les actionnaires, ils viennent pour quoi faire? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Est-ce qu'ils vont gagner de l'argent ou pas? Parfois, on est un peu timide, on reste un peu, voilà, un peu flou. Parfois d'ailleurs, parce que les choses ne sont pas clairement définies dans la coopérative. Et enfin, quand on lance des campagnes de mobilisation, des moyens qui sont parfois insuffisants. Et donc, les campagnes de mobilisation, ça demande sur un temps déterminé de se mobiliser, d'enchaîner un certain nombre d'étapes, d'être très présent à certains moments. Et donc, il y a besoin d'une organisation, d'une coordination assez forte. Et parfois, la campagne de mobilisation est bien pensée, les actions sont bien séquencées, mais il se trouve que il n'y a plus de coordination à tel ou tel moment de la campagne, et du coup, la campagne ne porte pas ses résultats aussi bien que ce qu'elle aurait pu s'il y avait eu ces événements. Et donc, les enseignements qu'on en retire sur ce volet-là, c'est d'abord, le premier, c'est renforcer la communication vers les actionnaires, parce que c'est la première communauté élargie autour des membres actifs, et davantage les associer à la vie du collectif, à la vie coopérative. Mettre à niveau les supports de communication, se former à la prise de parole. Donc, ça peut se faire par des interventions extérieures, mais parfois aussi en interne dans le collectif, pour être plus explicite, moins timide sur les messages et plus clair sur les messages qu'on adresse au public. Miser avant tout sur le bouche à oreille parmi les différents canaux à partir de la communauté existante. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être bien en lien avec cette communauté d'actionnaires, parce que finalement, de toutes les expériences qu'on a menées, c'est quand même le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Et donc, il faut à la fois mobiliser cette communauté existante et l'inciter à élargir cette communauté à travers le bouche à oreille. Sur les événements, parfois beaucoup d'énergie perdue sur de l'organisation d'événements en propre, alors que la co-organisation d'événements porte davantage de résultats et demande moins de moyens humains et de temps aux membres des collectifs. Et enfin, donc, la notion de coordination pour les campagnes de mobilisation. Donc, comme je parlais de rôle d'animateur, un rôle de coordinateur pour les campagnes de mobilisation est aussi très important. Une campagne de mobilisation, que ce soit pour des bénévoles ou des levées de fonds. Donc, il me reste 2 axes. Sur la professionnalisation et la mutualisation, eh bien, quasiment toutes les coopératives font le constat de manque de temps, manque de moyens humains. Donc, généralement, ce constat, il est fait. Et quasiment toutes les coopératives disent il nous faut davantage de bénévoles, il nous faut de nouveaux bénévoles. Donc, c'est le réflexe immédiat, mais pas forcément le réflexe d'aller chercher d'autres moyens humains que ceux des bénévoles. Enfin, c'est pas en tout cas spontané. Il y a aussi les difficultés à évoluer d'un mode projet. Donc souvent, le premier projet porté par les coopératives, c'est fait comme on a un super projet, on a une équipe, on mène ce projet. Et en fait, il se trouve que pour porter ce projet, il fallait créer une entreprise, cette ESS ou cette SIC, cette coopérative citoyenne. Mais souvent, c'est plus le mode projet qui prédomine que le mode, que la posture entreprise, quoi. Alors, ça dépend, bien sûr, des coopératives. On a, par exemple, Mons Énergie, qui s'appelle, je crois que les bénévoles sont appelés, en tout cas dans la communication, je crois, entrepreneurs citoyens ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus exactement le terme, mais il y a le mot entrepreneur qui revient. Et du coup, ça transparaît dans pas mal d'activités. On dit entrepreneur bénévole à Mons Énergie. Voilà, entrepreneur bénévole, c'est ça. Merci Marie-Françoise. Entrepreneur bénévole, donc c'est assez intéressant, je trouve que ça illustre bien l'équilibre à trouver entre cette dimension bénévole militant et entrepreneur. Et donc, cette difficulté à évoluer d'un mode projet à un mode d'entreprise, elle pose question, notamment par exemple dans la manière d'appréhender l'économie de la coopérative, parce que pour certains, il ne fait aucun doute, par exemple, si j'illustre, il ne fait aucun doute que les capitaux collectés doivent être réinvestis dans des projets citoyens, donc ils doivent servir à financer des installations de production d'énergie renouvelable. Voilà, pour certains, c'est évident. Donc, c'est plutôt une logique financement de projet. Et pour d'autres, c'est aussi évident que s'il y a beaucoup de capitaux qui ont été levés et qu'il n'y a pas tant que ça de projets à financer, pourquoi pas utiliser une partie de ces capitaux pour, par exemple, commencer à rémunérer des gens, donc du temps de fonctionnement, pour avancer sur les axes prioritaires de la coopérative. Donc là, on est plutôt sur un mode entreprise où on est sur du financement de ressources humaines, quoi. Et donc ça, souvent, il y a une difficulté à trouver l'équilibre entre ces deux modes. Enfin, il y a des visions diversifiées sur ce qui doit être prioritairement professionnalisé selon les coopératives avec lesquelles on a travaillé et à l'intérieur même des collectifs. On a vu que c'était très intéressant de mettre ça en débat et de discuter en collectif.
Pour certains, c'est les parties coordination, animation, comme on l'a vu avec Énergie Citoyenne. Pour d'autres, c'est le développement technique, comme on l'a vu avec Orange Énergie ou Vesper Énergie. Certains vont plutôt mettre en avant la partie secrétariat et gestion administrative, ce qui n'est pas étonnant, hein, parce que ça dépend aussi des compétences présentes dans le collectif. Mais voilà, donc cette discussion, elle doit se faire au cas par cas. Et souvent, les membres des coopératives n'ont pas la même vision là-dessus. Et donc, par exemple, quand on se limite à la vision par exemple, juste des postes clés de la coopérative, président, coprésident, on a parfois une vision différente de celle qui est la vision de l'ensemble des membres actifs. Donc ça, c'est un autre enseignement du pouvoir. Il y a une peur qui est assez unanime, hormis chez DeWatt, où ils ont déjà développé une équipe de salariés, la peur de porter un emploi, c'est-à-dire que ce soit la coopérative elle-même qui porte l'emploi salarié, parce qu'il y a la responsabilité qui va avec, la gestion qui va avec. Globalement, c'est quand même quelque chose qu'on a vu très fortement. Ça fait peur même aux coopératives qui ont le plus la volonté de s'appuyer davantage sur des emplois. Et enfin, la mutualisation, comme je le disais, est idéalisée, mais dans les faits, elle n'est pas facile à mettre en œuvre. Et donc, dans les enseignements, pour la suite, pour nous, c'est partager l'expérience de coopératives qui ont déjà engagé ces trajectoires de professionnalisation. Donc, là, il y a cette étude de professionnalisation qui est disponible sur l'espace adhérent, qui est déjà une première brique. Et puis, dans le cadre des accompagnements qu'on propose, c'est justement faire se rencontrer, faire échanger des coopératives qui se posent la question avec d'autres coopératives qui ont déjà engagé ce genre de trajectoire. C'est aussi développer la posture et la culture entrepreneuriale dans le sens où ça ne veut pas dire pour autant renier la fibre militante et la logique associative qui était là au début, mais c'est aussi apprendre sur ces sujets-là et que chaque coopérative puisse faire sa tambouille personnelle avec des éléments de posture et de culture entrepreneuriale pour faire grandir son projet. Engager une réflexion progressive sur les missions prioritaires à professionnaliser. Donc, c'est quoi qui est important pour nous en tant que collectif à professionnaliser? Comment on va porter ces emplois? Est-ce que c'est nous en propre? Est-ce que c'est un groupement d'employeurs du territoire sur lequel on va s'appuyer? Est-ce que c'est des partenaires qui sont déjà autour de nous ou de nouveaux partenaires qu'on va aller chercher? Comment on va fonctionner dans entre bénévoles et salariés ou entre bénévoles et partenaires? Comment on va piloter le temps du coût supplémentaire de ces ressources humaines. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut aborder en collectif avant de concrétiser cette professionnalisation. Et du coup, pour répondre à la peur de porter un emploi, développer des partenariats avec des structures de portage, comme les groupements d'employeurs, les coopératives d'activité d'emploi, ou des partenaires qui sont déjà présents autour de la coopérative. Et puis enfin, faciliter l'accès à des financements d'amorçage. Ça, c'était déjà montré dans l'étude qu'on avait menée en 2020. Mais toutes les coopératives, la plupart, ne se voient pas lancer demain un poste en s'appuyant simplement sur leurs ressources ou sur de nouvelles activités de prestation, par exemple, qu'elles lanceraient. Et donc, il y a l'idée qu'il peut y avoir une partie du poste qui est financée par les ressources propres de la coopérative, mais une autre partie, au moins sur les 2-3 premières années, qui doit être trouvée auprès de financeurs qui peuvent être des collectivités, des fonds leaders, la région, l'ADEME. Donc ça, l'étude qu'on a faite montre qu'il y a toutes sortes de leviers qui sont possibles, mais qu'il faut aller chercher. Enfin, je vais accélérer un petit peu sur les grands projets photovoltaïques et la diversification. Dire que cette évolution vers les plus grands projets, elle est en train de se faire. La fragilité qu'on identifie, c'est que ça repose souvent aujourd'hui sur les compétences et le temps d'un nombre restreint de bénévoles. Alors, je dis ça, mais en fait, c'est très variable selon les coopératives, donc c'est à nuancer quand même. Mais dans les coopératives avec lesquelles on a travaillé, et qu'on a un problème de capitalisation, c'est-à-dire qu'on a une super expertise citoyenne qui se crée, mais parfois un manque de capitalisation. Donc, si les membres experts de la coopérative s'en vont, on a des coopératives qui se retrouvent en situation de fragilité sur cette partie dev technique. Et puis, on a un autre sujet, c'est que sur ces plus grands projets, là, du coup, on vient croiser un peu le marché d'opérateurs privés qui peuvent être intéressés aussi par ces projets 250, 500, voire des opportunités plus importantes. Et pour l'instant, la logique du co-développement, c'est-à-dire de développer des projets en partenariat avec ces opérateurs, est encore assez lointaine pour la plupart des coopératives. Et donc, il y a besoin de travailler davantage ce sujet pour que les coopératives sachent dans quelle mesure elles veulent entrer dans ces logiques-là. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est une diversification des coopératives vers les installations, la facilitation d'installation chez les particuliers.
et puis les schémas en autoconso. Donc, les enseignements là-dessus, c'est qu'il y a toujours besoin de formation des collectifs au développement technique photovoltaïque. Alors, soit formation par l'externe, soit justement une plus grande capitalisation, un partage de connaissances au sein du collectif. Ça manque souvent. Et puis, d'élargir aussi la question du co-développement, qui a ses inconvénients, mais aussi ses avantages, et notamment le fait de se dire, finalement, on est moins faiseur et plus décideur. Et donc, ça permet aussi, en plus de la logique des projets en propre, d'aller sur des projets plus grands, mais sur lesquels on va passer moins de temps, parce que le développement technique ne va pas être réalisé par la coopérative, mais par un partenaire. Sur les installations photovoltaïques de particuliers, ces logiques-là commencent à être de plus en plus soutenues par les coopératives, mais il y a un enjeu à renforcer, mieux valoriser les partenariats qui peuvent être mis en place sur ces sujets pour que ça serve aussi les objectifs de la coopérative et que ça ne soit pas juste qu'il y ait une sorte de logique partenariat gagnant-gagnant entre les particuliers qui s'équipent, les organisations qui mettent en place les installations PV chez les particuliers et puis la coopérative énergétique citoyenne. Et enfin, l'offre en autoconsommation, qui est un sujet assez récent, renforcer l'outillage et l'appui des coopératives là-dessus pour qu'elles puissent avoir cette deuxième jambe à leur volet économique, à leur modèle économique, donc à la fois le modèle économique en vente totale, qui est toujours valable sur certaines typologies d'installation, et puis un deuxième modèle sur l'autoconsommation. Donc voilà pour les enseignements. Alors j'hésite... Peut-être que j'imaginais un temps de questions-réponses, peut-être quand je vais aller à l'essentiel sur ce qu'on propose maintenant, et puis après garder 15 minutes pour les questions-réponses. Sinon, je pense qu'on n'arrivera pas à boucler. Donc, en tout cas, à partir de ces enseignements, la question qu'on s'est posée, c'est, on a appris beaucoup de choses, les endroits où on avait une plus-value, les endroits où on avait moins, les endroits... Donc, à la fois, on voit ça au niveau régional, au niveau de Coopérative, bien sûr, au niveau régional. Et puis, c'est aussi des choses qui sont intéressantes au niveau national pour que ça essaime et que c'est des enseignements qui soient partagés aussi avec les autres régions, les coopératives des autres régions. On a aussi un contexte où ce programme d'accélération, on a eu la chance d'avoir un soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'était très bien puisque ça coûtait très peu aux coopératives de se faire accompagner sur ces sujets jusqu'à la fin 2022. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est sûr qu'on ne l'aura pas en 2023 en tout cas, et même en 2024. Donc, c'est comment on peut imaginer continuer à travailler sur ces sujets, même si on n'a plus cet appui. Et donc ça, on y a un petit peu réfléchi. Et du coup, l'idée, c'est de dire, on va proposer des accompagnements qui sont plus percutants, donc du coup, qui vont plutôt cibler les endroits où on a l'impression qu'on a eu le plus de valeur ajoutée et le plus d'impact, pour éviter les temps morts qu'on a eu sur les accompagnements longs qu'on a eu sur ce premier programme. Être aussi sur des choses où on vise, on pourrait souvent sur chaque thématique faire des accompagnements longs, qui demandent beaucoup de temps. Donc là, on a plutôt visé le socle minimal qui, du coup, reste accessible financièrement aux coopératives en disant, il y a un premier socle qui permet déjà d'avoir un impact. Bien sûr, on pourrait faire davantage, mais là, pour l'instant, en tout cas, tant qu'on n'a pas de soutien subventionné qui est présent côté région, c'est compliqué. Et l'enjeu, c'est aussi l'accessibilité de ces appuis aux coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis enfin, c'est ça qui a défini un petit peu notre réflexion. Et donc l'idée, bien sûr, c'est de diffuser ce qu'on a appris auprès de ces 11 coopératives à l'ensemble des coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, on a imaginé deux types d'accompagnement. D'une part, les accompagnements renforts, où là, l'idée, c'est plutôt d'agir sur ce qui, pour nous, relève des fondations de l'initiative citoyenne. Donc, c'est conforter l'initiative citoyenne pour qu'elle soit, l'objectif à terme, c'est qu'on ait des communautés énergétiques organisées, dynamiques, reconnues sur leur territoire avec un projet stratégique qui est défini et lisible. Donc voilà, c'est pour dire la vision qu'on a à travers ces accompagnements forts. Et donc là, il y a 3 thématiques qu'on vise: la stratégie et la vision partagée, la gouvernance et l'organisation, et la mobilisation et la communication. Donc on s'adresse aux membres actifs d'une coopérative qui souhaitent prendre du recul sur le chemin parcouru, actualiser leur projet collectif moyen terme, clarifier les priorités partagées pour la stratégie. Pour la gouvernance, on s'adresse là aux membres actifs d'une COP émergente
ou déjà existantes qui souhaitent structurer, clarifier leur organisation, construire une culture commune de la décision et de la gouvernance. Et enfin, sur le dernier module, sur la mobilisation et la communication, là, on s'adresse aux membres actifs d'une coopérative qui souhaitent améliorer leur visibilité et lancer des campagnes de levée de fonds ou de recrutement des bénévoles. Donc, on a commencé, c'est un travail qui est en cours, mais on a pas mal avancé sur le design un petit peu de ces modules d'accompagnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on n'a pas le temps, mais vous avez cette matière-là qui est à disposition dans notre présentation et si ça intéresse certains d'entre vous, on pourra rentrer plus dans le détail. Dire que c'est des durées d'accompagnement qu'on a calibrées et qui, bien sûr, donc là, j'ai mis des durées qui sont indicatives et qui, bien sûr, devront ensuite être calibrées au cas par cas en fonction des contextes territoriaux et puis des avancements des coopératives sur ce sujet. Mais l'idée aussi, oui, j'ai oublié, l'élément important dans notre réflexion, c'était aussi d'essayer d'avoir un équilibre entre du sur-mesure, comme on a fait sur Accélération, et de la standardisation des accompagnements pour justement être plus percutant. Donc là, l'idée, c'est qu'on est sur un équilibre entre les deux. Donc, différents modules, on a essayé de standardiser pour être percutant sur ces sujets-là. Mais en même temps, on sait très bien que chaque coopérative est très spécifique. Les accompagnements nous l'ont montré. Et du coup, on se laisse aussi la liberté de faire un petit peu de sur-mesure sur ces accompagnements et de calibrer les durées d'accompagnement différemment en fonction des coopératives. Donc, je passe rapidement sur le contenu des différents modules. Pour arriver, donc voilà, on voit que voilà, là, on est entre 20 et 47 heures selon les modules. Ensuite, un deuxième type d'accompagnement, là, on est plutôt sur les accompagnements déclic, où là, on est sur autre chose, on est plutôt sur des endroits où on pense, côté Copawatt, à partir de notre expérience accélération, que c'est ces endroits-là, si la coopérative se met en mouvement là-dessus, c'est des endroits qui vont la faire accélérer ou la faire changer d'échelle, qui va faire en tout cas vraiment grandir. Donc, c'est important que ces enjeux-là soient bien compris et ensuite que chaque coopérative s'en saisisse ou pas et décide ou pas d'actionner ces leviers de changement d'échelle. Et du coup, ces modules, ils sont là pour ça. C'est pour ça qu'on les appelle déclics. C'est pour que chaque enjeu soit bien appréhendé par la coopérative et qu'elle décide si c'est le bon moment pour elle de se mettre en mouvement là-dessus. Donc, d'une part, sur la professionnalisation, pour les membres actifs d'une coopérative émergente, parce qu'il y a des coopératives émergentes aujourd'hui qui rentrent directement dans ces logiques de création d'emplois. On a plusieurs exemples en France. Ou une coopérative existante qui est en surcharge de travail ou qui se pose la question justement de créer un emploi ou de s'appuyer davantage sur des ressources humaines rémunérées. Sur l'autoconsommation, on est plutôt là sur les membres actifs d'une coopérative émergente ou existante qui souhaitent mieux comprendre tous ces modèles dont on parle beaucoup aujourd'hui, autoconsommation individuelle, collective, définir le positionnement stratégique de la coopérative là-dessus et élaborer une offre à destination des propriétaires et consommateurs du territoire. Et puis enfin, sur le co-développement, on est sur les membres actifs d'une coopérative émergente ou existante qui ont connaissance de projets d'envergure qui se passent sur leur territoire, souhaiteraient peut-être se positionner là-dessus et s'interrogent sur les partenariats de développement, les différents curseurs qu'elles ont, leviers, les garde-fous qu'elles mettent aussi pour ne pas perdre leur âme dans ces partenariats. Enfin, voilà. Et donc là, pareil, on a dimensionné plusieurs accompagnements. Donc, le plus important en temps, c'est le module professionnalisation, qu'on a estimé pour l'instant autour de 54 heures. Et puis, autoconsommation et éco-développement. Donc, voilà, je vais rapidement là-dessus. Donc, ces accompagnements, par rapport aux accompagnements qu'on a fait dans le cadre d'accélération, ils sont bien plus courts. On n'est plus sur 200 heures, mais sur 20 à 54 heures, d'après notre estimation du moment. On est sur des logiques, je n'ai pas dit, mais sur accélération, on était plutôt sur des logiques d'accompagnement qui ont duré 1 an, voire plus, parfois 1 an et demi ou 2 ans. Là, on est plutôt sur 1 à 6 mois, donc des durées d'accompagnement beaucoup plus courtes. Et on imagine des formats individualisés. Donc, comme on a fait dans le cadre d'accélération, on travaille avec tous les membres actifs d'un même collectif. Et des formats, alors ça qu'on a pour le coup pas trop testé, mais qu'on pense faisable sur certaines thématiques, avec 2 à 3 coopératives en parallèle. Donc, l'idée, c'est encore une fois de travailler avec l'ensemble des membres actifs, mais de se dire, tiens, on peut peut-être mettre les 2 fois 10 personnes ou 3 fois 10 personnes ensemble pour travailler sur certains de ces sujets. Donc, de manière à réduire les coûts d'accompagnement, mais aussi à enrichir la portée des accompagnements, parce que sur certains sujets, ça fait vraiment sens d'être à plusieurs coopératives, de réfléchir en parallèle. Et donc, sur les tarifs de ces accompagnements, donc on en a discuté, donc tout le programme d'accélération a été suivi par l'ADEME
Auvergne-Rhône-Alpes et Oracle. Et donc, on en a discuté ces derniers mois avec l'ADEME et Oracle. Et l'idée, donc, c'est, n'ayant pas de subventions disponibles comme on l'avait par ailleurs côté région Auvergne-Rhône-Alpes, de procéder. La région a suivi aussi, même si elle finance plus. Pardon ? Je dis que la région avait suivi aussi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La région a suivi ça et continue à suivre. Et donc, de partir là plutôt sur une logique, en tout cas pour l'année qui vient, on verra si d'autres dispositifs peuvent être développés dans les prochaines années, de prestations de services. Donc, des prestations de services de Copawatt vers les coopératives bénéficiaires. Donc là, le coût brut estimé de ces prestations, c'est une fourchette entre 2 000 et 6 000 euros par accompagnement. Hors frais de déplacement, on a fait des hypothèses, mais on s'est dit que c'était vraiment très variable selon la localisation géographique, donc ça sera à faire au cas par cas. Et donc là-dessus, l'ADEME Aura soutient donc cette dynamique de diffusion de ces accompagnements conçus à partir du programme d'accélération, et donc pourrait subventionner à une hauteur maximale de 50 à 70% le coût de ces accompagnements. Donc, c'est-à-dire que la coopérative sollicitera l'ADEME sur la base d'un devis Copawatt pour être aidé sur la prise en charge de cette prestation. Et donc, en coût aidé, du coup, on est sur une fourchette de 600 à 3 000 euros hors frais de déplacement. Donc, nous, c'était un critère aussi dans notre réflexion de dimensionnement des formations, c'était pour que ça reste dans des coûts qui restent accessibles aux coopératives. On sait bien que les ressources sont limitées. C'est pour ça qu'on aurait préféré une logique subventionnée avec du coup des restes à charge très faibles du côté des coopératives. Là, on se dit que c'est encore supportable par des coopératives existantes. Pour les coopératives émergentes, c'est plus compliqué, mais on pense aussi que sur les coopératives émergentes, là, on peut avoir des logiques de soutien, de prise en charge de ces coûts par les collectivités. En tout cas, c'est ce qu'on a fait avec plusieurs coopératives qu'on a accompagnées en émergence. Voilà. Donc, voilà un petit peu la suite du programme d'accélération qu'on propose aujourd'hui, compte tenu du contexte financier et puis aussi de tout ce que nous a appris ce cours. J'en ai fini et donc on peut se garder le temps qui reste pour toutes vos questions, réactions. Et puis ensuite, on aura un petit sondage, mais déjà passé au temps d'échange. Donc, je suis à votre écoute. Vous pouvez directement allumer vos micros, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à allumer vos micros et à prendre directement la parole. Ce sera plus fluide. Bruno, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour ce travail, ce bilan très, très intéressant. Évidemment, on se retrouve, évidemment. Oui. Et donc, c'est très bien. Après, dans tout ça, nous, on a déjà une démarche par rapport avec Copawatt. Donc, on a déjà bénéficié de leur support sur l'emploi partagé. Et là, on est au balbutiement, au début de l'autoconsommation collective et on a sollicité l'aide de Copawatt sur ce sujet-là. Donc, une fois de plus, la réponse est au niveau, du moins la proposition est au niveau. Maintenant, charge à nous d'avancer encore un peu. Dans ce que tu as partagé, évidemment, dans les bilans, nous, ce qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui, qui pose question, on va dire quelque chose comme ça, c'est évidemment le partage de la vision. Pour nous, c'est compliqué. Et la difficulté à mobiliser des nouveaux ou maintenir les anciens dans la dynamique. Voilà. Donc, j'ai vu que vous aviez des items sur le sujet. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc moi, je n'avais pas de questions particulières. C'est très clair. Merci pour le travail. Vraiment très intéressant. Merci Bruno. Olivier Doucet. Moi, je voulais faire part d'une expérience et puis une ou deux questions. La première expérience, c'est que donc, sur Grésy 21, dans le Grésivaudan, à côté de Grenoble,
On avait lancé cette démarche professionnalisation via une alternante, Clémence Coulet. Je pense que vous avez eu des contacts avec elle, hein. Elle a bien partagé avec vous, je crois. Et donc, en fait, vraiment, toute la démarche là, que tu as présentée, que vous avez présentée, c'est vraiment ça qu'on a pu mettre en place. C'est vrai que ça a été très, 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 très riche. Et la conclusion, c'est effectivement pas celle qui avait initialement à premier abord, qui est effectivement une nécessité de mettre une professionnalisation plutôt sur les aspects mobilisation et pérennisation de la compétence, accueil des nouveaux arrivants, enfin, tous les leviers qui permettent de déployer et de maintenir la mobilisation et la vie de la structure, plutôt que des actions plus techniques ou plus administratives. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué et qui est maintenant bien partagé par les personnes. Et la difficulté, paradoxalement maintenant, enfin c'est pas paradoxal, mais c'est un peu dommage qu'on a maintenant, c'est tout simplement de trouver un pilote pour mener à bien cette mise en place de professionnalisation, pour bien définir le poste, aller vers le financement et ces choses-là. Et donc, en fait, là, pour l'instant, on est un peu en stand-by parce qu'on n'a pas ce pilote-là. Et peut-être que je reprendrai contact avec vous parce que peut-être que là, en discutant, je me suis dit, est-ce que finalement, c'est un peu dans les prestations un peu que vous avez présentées, là, que tu as présentées, est-ce que finalement, parce que là, ce sont des prestations plutôt en amont, mais après, il y a l'aval, justement, il faut que tout est bien décidé, c'est bien partagé, il faut y aller. Et même là, parfois, du coup, la mobilisation, nous, on est sur des personnes qui sont plutôt techniques et autres, donc on n'arrive pas à trouver le profil dans les membres actifs qui permettent d'aller plus loin. Et je me suis demandé si on pouvait envisager éventuellement quelque chose ensemble en termes de prestations. Voilà, c'est quelque chose que je pense qu'il faudra qu'on se prenne contact Ouais, tout à fait. d'un point particulier parce que en voyant la présentation, je me suis dit peut-être que c'est ça qu'il nous faut, enfin qui pourrait être une solution. Voilà, donc ça c'est vraiment notre expérience. Et à un moment donné, tout au début de la présentation, j'avais noté que dans les sociétés citoyennes, c'est un petit peu en marge du sujet, mais quoique, dans les gouvernances, il y avait toute une réflexion sur la gouvernance des sociétés citoyennes et en lien avec leur territoire. Et sur ce sujet-là, moi, je trouve qu'enfin, en tout cas, nous, hein, dans notre expérience, c'est que finalement, les collectivités qui sont même associées, voire même dans nos conseils de gestion, ont très peu d'actions de pilotage et de participation de la stratégie de l'entité. Elles participent parce qu'elles mettent à disposition des moyens, parce qu'on fait des baux avec elles pour installer du PV ou autre. Mais vraiment, dans l'appropriation de la démarche du développement ENR sur leur territoire, finalement, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas si présent que par rapport à ce que j'aurais pu penser moi au départ. Voilà, ça, c'est une petite remarque. Ouais, c'est vrai. Et c'est un petit peu dommage parce que quand je me dis je pense qu'on a un petit loupé ou quelque chose qui est peut-être à faire parce que quand on regarde toutes les sociétés, toutes les collectivités qui doivent mettre à jour leur PLU, leur ceci, cela, enfin tous les documents qui existent administratifs pour prévoir le développement de leur territoire, finalement, nous, en tout cas d'expérience, on n'a pas été trop sollicités ni par rapport au collectif, ni par rapport à des prises de décision ou autres, pour prendre en compte ce genre de choses-là. Et c'est peut-être en lien un peu avec un webinaire qui verra tout à l'heure sur les grandes centrales, hein, par exemple. Où est-ce qu'on met une grande centrale si voilà, il y a des choses peut-être à voir là-dessus. Et une dernière chose, c'est que là, toutes ces présentations et les documents, du coup, ils seront disponibles parce que d'ailleurs, tu as parlé de l'espace adhérent d'énergie partagée. J'ai vu qu'il y avait effectivement un onglet sur cette thématique-là. C'est là-dedans que sera disponible la présentation et le web, la retranscription du webinaire, c'est ça ou... Alors sur l'étude de professionnalisation, elle est effectivement dans l'espace adhérent. Là, je sais pas, c'est à Noémie de dire, mais nous, en tout cas, la présentation, elle est disponible là, pour tous ceux qui ont accédé, qui ont écouté le webinaire. Dans le cas du réseau Oracle, ça fait aucun doute. Après, il faut voir s'il y a peut-être quelques slides à enlever pour le mettre dans l'espace adhérent énergie partagée, puisque ça ne concerne pas toutes les régions. Mais toute la deuxième partie, déjà, ça ne concerne pas
les autres régions. Donc, c'est pour ça qu'on l'a limité au réseau Oracle. Et aussi, on aura un positionnement un peu spécial où la tête de réseau ne fait pas l'accompagnement des collectifs citoyens. Je ne l'ai pas rappelé en introduction, mais parce que vous connaissez tous le fonctionnement désormais. Mais dans les autres régions de France, c'est souvent ceux qui font l'animation du réseau régional qui font aussi l'accompagnement des collectifs citoyens. Donc, on a un positionnement qui est un peu atypique, ce qui fait que c'est compliqué de poser cette offre et ça au niveau national, même si les enseignements sont largement partageables et d'ailleurs partagés souvent par Copawat. Mais ouais, en tout cas, pour ce qui est des membres du réseau Oracle, vous les aurez. Donc, je ne sais pas, Noémie, Ouais, on les mettra dans le... Ouais. Pas de souci, on les mettra. Donc, concrètement, c'est ça sur le serveur d'Oracle ou sur celui des adhérents énergie partagée? D'Oracle, je vous passerai le lien, par la liste Oracle. Ouais. D'accord, merci. Et sur la question de la gouvernance, la place des collectivités dans la gouvernance, je pense qu'effectivement, c'est un sujet hyper intéressant qui, d'ailleurs, je me dis qu'il faudrait qu'on creuse davantage parce qu'il y a quand même quelques initiatives où il y a des synergies intéressantes qui se font, je pense, nous, là, sur la région lyonnaise, là, sur la métropole, il y a des choses intéressantes qui se passent. Et je pense aussi que dans d'autres, ce serait intéressant de regarder d'autres coopératives ou initiatives citoyennes comme ça, des cycles ou des choses comme ça où les collectivités sont peut-être plus impliquées. Et effectivement, je suis d'accord en tout cas que c'est un levier qui pourrait aussi être travaillé sur un positionnement plus fort de la collectivité. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne une usine à gaz. Donc, il y a à la fois des garde-fous parce que parfois, ça peut prendre beaucoup de temps et d'énergie et en même temps, ça peut aussi construire des super synergies. Je suis d'accord que c'est un enjeu qui pourrait être intéressant à traiter aussi. Moi, je veux bien intervenir. Odile Delorme, centrale villageoise de la région de Condrieu. Oui. Beaucoup de choses intéressantes là, dans toute cette présentation. Donc, on ne va pas pouvoir parler de tout. Donc, en fait, moi, je peux juste témoigner sur la question de ce que vous appelez la professionnalisation. Moi, je n'aime pas trop ce terme parce qu'en fait, pour moi, la professionnalisation, elle est pas seulement pour l'emploi, mais aussi pour les bénévoles, enfin bon, etc. Bon, peu importe. Moi, je parle d'emploi, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, nous, en fait, au niveau de notre expérience, donc, on a pu embaucher un salarié, un chargé de développement, donc plutôt technique, plutôt projet, donc depuis le 1er août. Donc, en fait, grâce à un financement leader, mais sur 2 ans. Donc là, et cet emploi, il était à mi-temps, partagé donc avec une autre structure dans l'énergie. Donc maintenant, on a 2 questions qui se posent. En fait, c'est la pérennisation de ce poste au-delà du programme leader qui va durer donc que jusqu'à l'été 2024, sachant que notre structure, notre centrale villageoise, vu le bénéfice qui est dégagé, vu les installations qu'on a à ce jour, même si on se développe évidemment, on n'a pas de quoi payer un emploi, quoi, en clair. Donc, la pérennisation, c'est effectivement trouver des fonds, soit des subventions, soit des partenariats, soit vendre des prestations, enfin bon, etc. Donc là, on a démarré ou on va démarrer un groupe de travail interne pour voir comment on approche tout ça et si on trouve des solutions. Et puis l'autre élément sur lequel je voulais intervenir, témoigner, c'est sur le côté partage de poste, puisqu'on est dans un emploi partagé avec une autre structure, donc mi-temps centrale villageoise et mi-temps une autre structure. Bon, au final, ce n'est pas du tout simple à gérer pour nous et surtout pour le salarié. Voilà, c'était assez complexe. Donc, finalement, le salarié de lui-même a décidé d'arrêter une des 2 missions, en fait. Voilà. Donc, c'est pas si simple, hein, la mutualisation. Je ne sais pas ce que vous entendez par mutualisation, mais en tout cas, l'emploi partagé avec d'autres structures, c'est pas simple. Et dans le futur, on évoquait l'idée de plutôt partager l'emploi avec effectivement une autre centrale villageoise
pour, je dirais, capitaliser un petit peu sur le travail, sur les missions, sur les formations, etc. Bon, et puis là, finalement, je sais pas, on est en train de s'interroger. Évidemment, on n'a pas la réponse, comme vous avez bien mis à l'écran. On a beaucoup de questions, mais pour le moment, on n'a pas la réponse. Et de savoir si vraiment la question de l'emploi partagé avec une autre structure est vraiment pertinente pour la gestion du temps, notamment du salarié, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour faire part de notre témoignage. Donc, on avance, on réfléchit au fur et à mesure. Si on trouve des réponses, on pourra les communiquer ou les partager avec d'autres. Merci pour ce partage. Je vois le temps qui file et c'est de ma faute. Parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui auraient envie de discuter davantage de tel ou tel sujet, dire qu'il n'y a pas de problème pour me contacter et prendre un temps par téléphone pour rentrer plus sur telle ou telle thématique. C'est avec plaisir que je parle de ces sujets. Donc voilà, sentez-vous libre de faire ça. On avait prévu, Noémie, un petit sondage. Est-ce que c'est possible de le diffuser? Et on aura peut-être le temps encore de prendre un petit sondage. Donc en parallèle, on peut prendre une question, je pense, mais petit sondage pour avoir une idée côté Copawatt de est-ce que voilà, ce genre de proposition qu'on fait vous intéresse. Donc, ce n'est pas engageant du tout, mais c'est plus pour avoir une idée. Et puis aussi, donc, il y aura la deuxième question pour savoir quels sont les modules qui seraient susceptibles de vous intéresser durant l'année qui vient. Là aussi, rien engageant, bien sûr. C'est plus pour avoir une idée de ceux sur lesquels il y a un plus fort besoin, quoi. Donc, voilà, j'avais une question, si c'est possible, encore. Ouais. Donc, Christian Labib, moi je suis sur l'agglomération lyonnaise. UDTS, ça veut dire un deux toits soleil, donc une coopérative existante. Et donc, on a déjà beaucoup travaillé avec Thomas. Est-ce que le programme À nous l'énergie sur la métropole de Lyon est différent du programme régional? Oui, a priori, mais dans le programme local de l'agglomération de Lyon, donc gros potentiel en matière de photovoltaïque, bien sûr, mais de nombre d'habitants, de bénévoles, etc. Est-ce que ce programme comporte en lui-même des possibilités de formation, en particulier pour les bénévoles ou les nouveaux bénévoles? Je salue au passage Jean-Luc Delair, nouveau bénévole potentiel. Est-ce qu'il y a des choses à la matière? Sur À nous l'énergie, donc c'est différent effectivement parce que là on a des moyens financiers qui viennent surtout des collectivités, métropoles et villes de Lyon. Donc, tout ça c'est un plan d'accompagnement. Et donc comme tu as dû en discuter avec Timothée à la dernière réunion, nous on a des étapes un peu indispensables pour faire avancer les collectifs. Mais après il y a des choses qui sont dans ces modules-là que j'ai présentés aujourd'hui qui peuvent être intégrées dans le cadre de l'accompagnement du programme À nous l'énergie. C'est des choix d'affectation de temps à faire avec vous et les différents collectifs de la métropole. Mais si Un deux toits soleil et les autres collectifs se disent tiens, cette question abordée dans tel module, ça serait intéressant quand même qu'on la bosse, on peut tout à fait dire qu'on flèche des heures là-dessus. Ok, merci. Il y avait aussi Jean-Paul et Denis qui voulaient prendre la parole. Denis? Ah bon? Non, je n'avais pas levé le je doigt. Je vois ton micro ouvert. Alors, oui, ok. Non, mais bon, je vous remercier Thomas pour sa présentation très claire et que je pourrais partager. Je dirais que sur le principe de la mutualisation d'un emploi entre COP, je rejoins ce qu'a dit Thomas. Ce n'est pas forcément parce qu'il n'a pas été suivi d'un emploi donc porté directement par nous ou par l'autre coopérative que c'est pas pour ça que ce n'est pas une bonne formule. Je pense que, comme a dit Thomas, c'était plutôt peut-être un problème de personnes ou de rythme des coopératives. Je ne crois pas. Je crois qu'on aura pu s'entendre. Madame Delorme me dit que ce n'est pas évident d'avoir un truc partagé entre différentes structures. Moi, je pense que ça aurait pu le faire. Mais bon, la pression, elle est sur le salarié pour gérer les urgences des uns et des autres. Mais ça reste peut-être une bonne formule. Bon, on ne l'a pas continué, donc ce n'était pas évident, mais je me dis qu'il y avait le facteur humain, comme a dit Thomas, qui a joué un grand rôle. Jean-Paul, tu avais une question peut-être? Pas spécialement, non. Je veux bien participer au
aux remerciements pour la présentation qui nous permet de mieux organiser notre réflexion. Enfin, je pense que il y a un certain nombre de questions qu'on se pose, mais on a l'habitude d'essayer de voir dans notre environnement si on trouve des solutions. Je n'exclus pas qu'on puisse faire appel à un moment donné. Ok. Moi, Olivier Doucet, de nouveau, je voulais faire part d'une remarque aussi, c'est que si pour les nouvelles structures qui se montent, je me demande si dans les plans d'affaires des projets, la part de coût de structure, en fait, parce que professionnalisation ou autre, c'est un coût de structure, en fait, c'est un coût fixe de structure. Cette part-là, si elle n'est pas actuellement sous-évaluée, parce qu'en fait, grosso modo, les centrales villageoises de coopératives ou autres, grosso modo, actuellement, on n'a pas trop de problèmes avec les gros acteurs économiques parce qu'on est sur des projets qui sont à la limite de rentabilité quand même. Et comme il y a du bénévolat, on a des coûts de structure faibles et donc on arrive à faire monter des projets qui n'ont pas une grosse rentabilité, il faut le reconnaître. Bien souvent, c'est ça la problématique. Et donc, on a des plans d'affaires qui sont assez serrés finalement. Et je me demande si c'est une bonne solution parce que si pour les premiers projets, on peut se permettre, dans la première grappe, je dirais, se permettre de dire on prend des choix de ce que l'on trouve, voilà. Dès les deuxièmes grappes, je pense qu'il faut être plus sélectif et dans les business à faire, déjà prévoir que petit à petit, on puisse engranger une marge suffisante pour qu'après, à terme, au fur et à mesure du développement de la structure, cette marge elle soit déjà assez facile à compléter, comme on dit, au moins pour le début. Et puis après, c'est là. Mais je pense qu'il y a un aspect économique là qui n'a pas été forcément pris en compte toujours dans les premiers plans d'affaires et dans les choix des projets à financer, quoi. Ouais. Puis là, on revient à la question de la posture. Du coup, dans cette approche, Olivier, tu as une approche qui est plus justement en mode entreprise que mode projet. Oui. Et voilà, donc on revient à ces questionnements. Mais il faut se rendre compte que ça aussi, au niveau de la création de ces structures, je pense qu'il faut vraiment que les gens arrivent à interpréter, intégrer qu'on part sur des sujets de 20 ans. Ce sont des trucs qui sont à 20 ans, à chaque fois, les contrats et ainsi de suite. Et donc, à 20 ans, et avec des responsabilités, de la performance et ainsi de suite, quand même, d'une certaine façon. Hein. Il faut bien que si à un moment donné, il y a une centrale qui ne fonctionne pas, qui n'est pas maintenue ou je ne sais quoi, ben, ça coule, quoi. Donc, grosso modo, effectivement, on a besoin d'avoir une posture à terme qui est d'organisation d'entreprise, même si le pilotage est de type plutôt coopératif ou associatif, quoi. Voilà. Enfin, une coopérative, c'est une entreprise, mais voilà. Mais je pense que ça, c'est important. Il y a quelque chose dans le montage des nouveaux projets, des nouvelles coopératives ou autres, ou CV ou autres, à peut-être insister un peu plus. Alors, je ne sais pas trop, maintenant, je n'ai pas trop vu les derniers outils de développement, comme les messages qui sont dessous, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'important là-dessus. Pour que justement, on ne se retrouve pas dans cette situation où on a cette première phase. Et la deuxième phase, finalement, c'est parce qu'on ne l'a pas assez anticipé, finalement, parce que on aurait un peu plus de mou, il n'y aurait pas de problème. Hein, elle se ferait, cette professionnalisation, plus facilement en tout cas. L'heure actuelle, c'est que on manque un petit peu de gras pour pouvoir financer ces trucs-là, ces débuts. Et donc, du coup, c'est beaucoup de temps pour aller chercher des financements de financement. Et après, comme me dit tout à l'heure, je crois que c'est Odile, il faut pérenniser quand même le poste, quoi. Donc, la pérennisation, si sur 2 ans, il faut un tout petit peu plus se développer pour que le gras qu'on avait, il suffise pour pérenniser, ça va. Mais si c'est complètement monté, le financement de la pérennisation d'une professionnalisation sur 2 ans, c'est pas jouable, quoi. C'est difficile. Parce que c'est quand même quelques kilowatts ou il faut arriver au méga ou 2-3 mégawatts ou même 4 pour pouvoir financer vraiment de façon très très importante une professionnalisation de ce type-là, quoi. Donc, ouais, tout à fait. C'est la logique subie par des opérateurs comme 10 watts qui ont
une subvention d'amorçage pour couvrir les 2-3 premières années et avec l'objectif d'arriver à ces plusieurs mégawatts pendant ces 2-3 ans, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais rappelez quand même qu'il y a quand même plusieurs coopératives qui sont professionnalisées, 10 watts, Combraille Durable, Waziwatt. Donc, c'est pas non plus. Il y en a qui arrivent à. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a un retour d'expérience qui est de dire que les nouvelles structures qui arrivent, dès le départ, il faut que dans leur en fait, il faut que cette deuxième phase, elle soit assez rapidement appréhendée et entre autres dans les outils de choix des projets. Au bout d'un moment, si les 2-3 premiers projets passent ric-rac, c'est pas grave. Mais dès qu'on passe à la grade d'après, il faut qu'il y ait déjà dans les business plans, et donc les choix des projets, le taux de financement, entre guillemets, qui soit mis de côté, qui va bien pour pouvoir prévoir l'avenir, quoi. Choix des projets, choix des activités aussi. Oui, oui. Alors quand je dis projet, ça peut être des projets photovoltaïques, mais ça peut être aussi des projets qu'on commence à faire et après on se dit il nous faut faire participer à un type de prestation ou des choses comme ça. Enfin oui, quelles que soient les activités, effectivement. Et que c'est pas un problème de faire une activité, comme tu dis, par exemple, une activité je sais pas moi, sur les énergies, d'information ou autre, et qu'au bout d'un moment, il y a quand même un retour de la collectivité ou de je ne sais quoi qui finance un tout petit peu pour faire un petit peu de mou, quoi, un petit peu de marge. Tout à fait. Ouais, mais j'entends bien le message et je partage le fait qu'il faut planter la graine plus en amont que ce qu'on fait dans les accompagnements ou dans la méthode actuelle. Oui, je pense. Ouais. Merci Olivier pour ton partage, mais juste, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais chez nous, on a on a pas mal de militants. Donc, dès que tu commences à parler business plan, argent, ça y est, ça commence à être compliqué. Et je vois que toi, tu as, comme certains chez nous, un langage assez business, quoi, je veux dire les mots tels qu'ils sont. Et pour nous, c'est assez mal vécu, quoi. Ouais, mais moi, je pense qu'on peut être très, très, très militant. Un militant, pour moi, c'est quelqu'un qui va choisir, qui fait des choix. Oui. Mais les choix, il faut qu'ils soient pérennes. Et donc, soit le militant, il trouve une solution au montage de ses choix pour qu'il soit pérenne, soit il faut dire le choix, c'est de ne pas le faire, quoi. Ouais, mais tu vois, au bout d'un moment, je pense que le message, il est là, on peut faire des choix, mais il faut que les choix, ils soient cohérents sur la pérennité, parce qu'on a des activités, entre autres, sur la production d'ENR, c'est des pérennités sur la durée, quoi. Voilà. Ou alors, on se dit, mais je ne pense pas que du coup, ça irait dans ce choix militant, c'est-à-dire, on fait notre activité, puis on se donne 5 ans, machin, puis au bout de 5 ans, on va refiler le bébé à un acteur économique. Mais pour moi, c'est pour le coup, c'est un gros coup. C'est plutôt un échec d'une certaine façon, quoi, je dirais. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas quand même sur le même territoire avec le même ADN non plus. Ouais, non, mais j'ai habité Grenoble, hein, donc je connais bien le bassin. Mais si tu veux, quand je dis militant, c'est vraiment militant dès que tu commences à parler argent, gagner de l'argent, ça leur pose un souci. Mais c'est pas gagner d'argent, c'est ne pas en perdre. Non, mais gagner de l'argent, oui, non, mais la rentabilité, quoi. C'est l'engagement et dire l'engagement sur un projet. Oui, mais dans ce cas, comment tu arrives à dire je monte une société une activité qui sera perdante, donc qui est viée à être fermée. Justement, c'est pour ça que complètement ton discours. C'est un peu difficile. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce débat là que vous avez tous les deux. C'est intéressant de l'avoir entre les membres d'un même collectif. C'est ça, ouais. Et de l'avoir, pas juste pour avoir du débat, mais de l'avoir en disant, bon, du coup, vu nos différences de position et de culture là-dessus, à quoi on aboutit, quoi. Quel scénario d'équilibre entre ces deux façons de voir les choses, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant. On ne sait pas à l'avance ce qui va sortir, mais en tout cas, je trouve que c'est des processus assez intéressants à mettre en œuvre dans chaque coopérative. Et c'est vrai que maintenant, en y réfléchissant, d'une certaine façon, chez nous, ce qui se passe quand c'est comme ça, comme on a aussi les deux structures, on a les SAS et puis l'association, finalement, les gens qui sont plutôt comme ça, un peu plutôt militants, et finalement, ils adressent plutôt des activités de l'association qui est plutôt des actions d'information sur les économies d'énergie et autres.
Ouais. Donc actuellement, effectivement, naturellement, ça se passe comme ça en fait. Ils sont plus orientés vers des activités un peu plus des fresques du climat, enfin tous les fresqueurs qu'on a fait, enfin des choses comme ça, des activités un peu plus de sensibilisation et autres. Mais au bout d'un moment, on est en train de leur dire, mais si on fait justement un emploi partagé pas un emploi partagé, un emploi pour ce collectif-là, comment est-ce qu'on le finance? Et c'est pas la SAS qui peut le financer complètement, quoi. Donc au bout d'un moment, effectivement, peut-être que même les actions de sensibilisation ou autres, il faut trouver un petit peu une façon de le financer et de faire participer X, Y, Z. Voilà. C'est vrai, ouais, non, c'est une vraie discussion, ça. Oui, une vraie discussion. Merci à tous. Je vous propose qu'on en reste là parce qu'on a déjà laissé passer un quart d'heure et je vois que la salle se vide, sachant que Thomas reste à votre disposition de toute manière, comme il l'a annoncé, qu'on met tout ça en ligne très rapidement, avec le replay aussi, si vous voulez le partager plus largement au sein de vos collectifs. Donc, n'hésitez pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée à Bonne journée. tous. À bientôt.